sur l'Université de Franche-Comté, à Montbéliard, nous avons une formation produits et services multimédia, un master, dans lequel nous enseignons à nos étudiants toute la chaîne de création d'images de synthèse. Donc en recherche, nous allons travailler au niveau de la simulation. La simulation, c'est aller encore plus loin au niveau de l'imitation du réel, c'est essayer d'avoir une imitation physique du réel qui est bien plus précise que ce que l'on a besoin de faire dans les jeux vidéo, mais qui est nécessaire dans des domaines de recherche qui nous intéressent, nous, pour avoir une vraie chute d'objet, un vrai rebond, un vrai comportement de rupture d'un objet sous une contrainte. Dans les jeux, on va réutiliser les mêmes fonctions, les mêmes méthodes, les mêmes algorithmes pour, par exemple, faire qu'un personnage, quand il saute, eh bien, tombe avec la bonne vitesse, que lorsqu'il détruit un bâtiment, celui-ci s'effondre de façon convenable. Donc on utilisera les mêmes principes. Les jeux vidéo, les films de synthèse pourront d'ici quelques années profiter de ces travaux-là pour proposer des mouvements plus réalistes et des mouvements encore plus efficaces au vu des capacités des machines. C'était sans doute un des points les plus novateurs de ce travail, de philosophie des jeux vidéo, de s'intéresser aux expériences, de s'intéresser aux sentiments, aux émotions, enfin à l'état, voilà, d'essayer de comprendre ce qui se passe du côté des joueurs. Parce que les travaux académiques qu'on trouvait à cette époque sur les jeux vidéo étaient essentiellement centrés sur le jeu comme game, ce que j'appelle le game, c'est-à-dire l'objet jeu, le programme ou les règles du jeu, enfin toutes les propriétés comme ça objectives du jeu. Moi je m'intéressais aux propriétés subjectives, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on se transforme quand on joue, ça nous produit quoi comme genre de sentiment. Et pour faire ça, j'avais des appuis du côté des théories traditionnelles du jeu, du côté des théories des images et du cinéma en particulier, comment est-ce que le jeu vidéo fabrique une position de joueur qui n'est pas la même que celle du spectateur par exemple. L'état cinématographique, si on veut prendre ça comme point de référence, c'est un état de relâchement, c'est-à-dire qu'on se met dans une position qui ressemble à une position de demi-sommeil. Si on fait ça en jeu vidéo, ça ne marche pas du tout. Voilà, c'est le game over immédiat si on se relâche. Donc c'est un état plutôt d'affairement, c'est un dispositif de requête. Des images mobiles qui exigent en retour des mouvements de la part du corps du joueur. Et c'est dans cette espèce de ping-pong, c'est peut-être par hasard si Pong est un des premiers grands jeux comme ça de l'histoire des jeux vidéo, c'est dans ce ping-pong entre les mouvements à l'écran et les mouvements du joueur que se passe l'expérience vidéoludique. Là, il y a quelque chose de très spécifique. La partie qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est véritablement tout ce qui concerne les joueurs pathologiques. Les joueurs pathologiques, on parle de jeux de hasard et d'argent. Parce que c'est une problématique qui est très importante actuellement. Alors comment on fait pour étudier ça? Tout a commencé avec Anne More, donc Sophia Achab, qui a eu l'idée de s'intéresser aux joueurs de MMORPG. Elle a essayé de repérer un petit peu quelles sont les caractéristiques socio-démographiques et de repérer quelques traits de personnalité dans une étude qui a recruté un petit peu moins de 450 joueurs. Et là, on est à la deuxième phase de cette étude, qui est une étude beaucoup plus importante, puisqu'elle a pour but idéal de recruter pratiquement 2100 joueurs, et dans plusieurs domaines, le domaine du MMORPG, le domaine du gambling, donc du jeu de hasard et d'argent au casino, et puis pour des joueurs de poker en ligne. Donc une première phase de cette étude a pour but de repérer un peu les caractéristiques socio-démographiques, de poser quelques questions et de rechercher quelques petits traits. Une deuxième phase où on va faire une recherche sur les traits de personnalité de façon un petit peu plus poussée avec des tests, dont un qui s'appelle NeoPierre, qui permet d'étudier les dimensions de la personnalité. Une partie génétique pour essayer de repérer des caractéristiques génétiques de tous ces joueurs. Et puis une dernière phase où on va, repérer de façon topographique, donc sur une IRM fonctionnelle, l'activation de certaines zones cérébrales quand on met les personnes en situation, on va dire, analogique au jeu.